Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi! Salut! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Amélie Chapdelaine, CEO chez Moose Agence Marketing. Amélie, c'est une fille remplie d'énergie, mais aussi d'ambition. Après avoir terminé ses études en design graphique, elle a occupé quelques postes dans ce domaine, fait du freelancing et travaillé en événementiel. Tout ça l'a mené à démarrer son agence de branding et design graphique avec d'autres actionnaires. Aujourd'hui, c'est l'unique actionnaire de son agence qui ne cesse de grandir et de se spécialiser. Elle nous réserve aussi d'autres projets dont nous parlerons vers la fin de l'épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Bonne écoute! Salut Amélie, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va super bien, toi? Ça va, merci. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Viséo. Je suis super contente de te recevoir et d'en apprendre plus sur ton histoire. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Donc, nous, on s'est connus dans la dernière année en plein COVID à travers un mastermind d'entrepreneurs. Donc, tu sais, je sais pas mal ce que tu fais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, peux-tu te présenter et nous dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Totalement. Bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Amélie, j'habite à Québec, j'ai 26 ans et j'ai lancé mon agence de marketing. Ça fait, en 2019, en tout début un tout petit peu avant la pandémie. J'ai lancé mon agence de marketing, donc je suis spécialisée en images de marque et en conception web, plus particulièrement les boutiques en ligne. Et je suis designer graphique de formation, donc j'ai fait un DEC en design graphique. J'ai suivi un cours en lancement d'entreprise et j'ai finalement ouvert mon agence. J'ai toujours, depuis que je suis sortie du cégep, j'ai toujours fait des petits mandats par-ci par-là au niveau du design graphique, mais en 2019, j'ai eu une opportunité de lancer une agence. Par rapport au parcours de l'agence, rapidement, au début, j'ai eu l'opportunité avec deux associés de lancer ils m'ont offert une opportunité en fait d'ouvrir une agence de marketing. Ça fonctionnait pas du tout. C'était pas du tout la vision que j'avais pour mon entreprise. Et je pense qu'au début, je me faisais peut-être pas assez confiance. J'ai finalement, à travers le mastermind, à travers mon expérience et tout ça, développé ma confiance, développé mon leadership. Et en janvier 2021, janvier 2021, j'ai racheté mes parts d'entreprise. Donc, c'est mon bébé, c'est à moi, c'est rendu vraiment ma business. Fait que c'est pas mal ça parce que par rapport à l'entreprise, sinon par rapport à moi, je suis une crazy cat lady, j'ai 3 chats. Je suis une foodie, j'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore voyager. Sinon, je suis vraiment passionnée par mon emploi, par mon entreprise, par l'entrepreneuriat en général. Je veux tout le temps apprendre, je suis toujours en train de suivre des formations, donc... Super, merci. C'est super personnalisé, j'aime ça. Puis aussi, on va pouvoir plus parler de ton histoire, puis justement, tu sais, tout ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Mais avant, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça dans la vie, tu sais, du marketing, graphisme et tout ça, tu sais, ou tu avais différentes aspirations quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, j'avais aucune idée que le métier de graphiste existait. Fait que non, j'ai pas toujours voulu faire ça. J'ai longtemps eu très, très peur des animaux quand j'étais vraiment jeune. Un coup que j'ai vaincu ma peur dans un camp d'équitation en 3e année, je voulais devenir vétérinaire. J'ai voulu devenir vétérinaire pendant vraiment longtemps. J'ai 3 chats, je l'ai dit, je tripe sur les animaux, j'adore ça. Mais quand j'ai disséqué une grenouille en secondaire 3 ou 4, j'ai comme fait « Oh my God, c'est clairement pas pour moi. Je suis beaucoup trop sensible pour être vétérinaire parce que c'est bien le fun d'être avec les animaux, mais il y a tout le volet, sensible au niveau mal de cœur parce que les opérations et tout, puis sensible au niveau, il y a plein d'animaux qui meurent. Fait que clairement, j'étais pas faite pour ça. Puis les fameux tests d'orientation, il y a bien du monde qui disent que ça vaut pas grand-chose puis que c'est pas tout le temps vraiment aligné avec ce qu'ils veulent. Mais moi, ça m'a vraiment aligné, honnêtement, parce que j'avais aucune idée que ça existait, le métier de graphiste. Je savais pas c'était quoi. Puis quand j'ai fait mon test, ils m'ont dit graphisme ou art appliqué, genre. Okay. Mais
contrairement à la croyance que tout le monde pense que quand tu es graphiste, tu es bien bon en art et en dessin. Bon, je me débrouille, mais je suis pas nécessairement, je deviendrai pas artiste de tatou comme je dessine pas si bien que ça. Fait que clairement, les arts, c'était pas pour moi. C'était peut-être aussi une carrière qui était un peu plus risquée, si on peut dire. Ok. Mettons, si on sort du volet entrepreneurial, parce que l'entrepreneuriat, il y a toujours un risque, mais par Mhm. rapport au graphisme, j'ai vraiment commencé à m'informer par rapport à ça. Puis ça l'a vraiment collé avec moi parce que quand j'étais jeune, je faisais des petits flyers pour promouvoir mes services de gardienne avertie. Quand on faisait des PowerPoint pour les projets, c'est tout le temps moi qui les faisais, les montages vidéo, je faisais des cartes personnalisées à mes amis, à mes parents pour Noël, pour leur fête. Fait que j'ai toujours eu ce petit côté-là un petit peu artistique, même promotionnel avec mes petits flyers. Je faisais quand j'étais plus jeune, j'allais distribuer ça aux maisons qui avaient des enfants dans ma rue, puis j'essayais de me promouvoir un petit peu. Fait que je me suis enlignée tranquillement vers ça, puis j'ai décidé d'aller faire mon deck en graphisme. Puis honnêtement, si j'avais pas été acceptée dans le deck parce qu'il y avait quand même un examen d'entrée, je sais pas ce que j'aurais fait. Du tout. J'avais aucune autre option. Avec le recul, peut-être que je me serais alignée en gestion de commerce ou je me serais alignée peut-être en design d'intérieur. Ça a tout le temps été quelque chose qui m'intéressait un petit peu aussi. Mais sur le coup, j'aurais pas su quoi faire du tout par rapport à ça. Puis sinon, par rapport au volet entrepreneurial, j'ai pas toujours su que je voulais faire ça parce que, bon, je me voyais pas lancer nécessairement ma clinique vétérinaire quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai commencé à explorer le volet graphisme, j'ai regardé les agences, puis j'ai commencé à prendre pendant le cégep des petits mandats sur le side, pas cher, l'ami d'un ami cousin de la tante de l'autre. Puis je me suis dit, un jour, j'aimerais ça avoir mon agence, mais je me projetais comme vraiment plus tard dans ma vie, 35 ans, 40 ans, je me disais, je vais travailler 15 ans dans une agence, je vais avoir de l'expérience avant de me lancer. Finalement, ça a été totalement différent de ce que j'avais pensé au début, là. Ouais, super. En tout cas, tu es chanceuse d'avoir trouvé tout de suite la bonne voie justement avec ta conseillère en orientation parce que je Tellement. connais tellement de gens qui ont changé comme 4-5 fois de programme. Moi-même, j'ai changé 3 fois. Fait que c'est bon, il y a de l'espoir. Exactement, ouais, j'ai été chanceuse de tomber directement sur qu'est-ce que je voulais faire parce que moi aussi, j'ai des amis dans mon entourage qui ont changé 3-4 fois puis que à 27 ans, ils sont encore en uni, puis que c'est pas parce qu'ils ont pris un doctorat, là. C'est vraiment juste parce qu'ils ont changé d'idée, puis ils ont exploré différentes pistes. Fait que, puis j'ai aussi exploré le volet agence événementielle un petit peu après. J'avais déjà terminé le cégep. Fait que je voulais m'en aller peut-être en événementiel. C'est tout le temps été moi qui organisais les fêtes surprises, les sorties. J'ai tout le temps été un peu leader de ce côté-là. Puis avec l'année qu'on a eue, je suis bien contente de ne pas avoir choisi l'événementiel. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Ça aurait été difficile. Ça aurait fait, je pense que ça aurait été de se réinventer d'une façon différente. Totalement. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs agences événementielles que j'ai vues se réinventer justement avec des événements virtuels ou qui ont changé un peu leur concept puis qu'ils ont misé sur d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps moyen de se réinventer. Mais disons que ma dernière année a très, très bien été au niveau web. C'est pas mal plus que si j'avais été en événementiel. Ouais, non, je comprends. Moi aussi, ça a comme explosé parce que tout le monde avait des besoins web en même temps. C'était une super opportunité pour nous malgré tout le fléau qui s'est passé là, avec la COVID. Mais super. Puis, fait que dans le fond, tu as trouvé tout de suite que tu voulais aller en design graphique, mais comment tu as fait pour te spécialiser? Ça s'est un peu fait naturellement, je te dirais, si je parle du volet, mettons, image de marque. C'est beaucoup des demandes que j'avais, puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment, vraiment faire ça. Il y en a qui étaient dans mon deck qui se sont spécialisés plus en animation 3D parce qu'ils ils ont été se spécialiser après à l'Uni ou dans d'autres cours, des certificats, etc. Il y en a qui ont été plus... ils ont aimé les cours de programmation. Moi, j'ai détesté ça, même si je suis dans le web, je suis plus au niveau design. Ouais. Ils sont allés vers ça. Fait que moi, vraiment, là, tout ce qui était visuel puis identité de marque, on part de rien ou des fois on part de quelque chose puis on peut le refaire là, quand on fait un rebranding, mais ça s'est vraiment fait naturellement à ce niveau-là. C'est vraiment ce que j'aimais le plus faire dans les cours, fait que j'en ai fait plus puis ça a fini que je me suis spécialisée dans ça. Si je parle du niveau web,
C'est sûr que la demande est de plus en plus grandissante au niveau du web, que ce soit pour des sites transactionnels ou pas. Moi, je fais les deux, là, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Au niveau de ma spécialisation e-commerce, dans l'emploi que j'avais avant de lancer mon agence, on a fait la transition de WordPress WooCommerce à Shopify. Donc, je me suis trempé les doigts dans Shopify. Je connaissais absolument rien. À part le design web, nous, on travaillait dans le temps à l'école dans Photoshop. Là, c'est même plus ça qu'ils utilisent présentement, je pense, pour les maquettes web. Là, ça a vraiment changé. Puis, j'ai plongé dans Shopify, j'ai appris par moi-même, j'ai regardé des vidéos YouTube. Il y avait un support du gouvernement par rapport au e-commerce aussi. Donc, c'est moi qui l'ai pris en charge. Là. C'était même pas mon boss dans le temps, c'est vraiment moi qui ai eu l'accompagnement par rapport à ça. Puis, j'ai vu les différentes possibilités de Shopify. Je suis tombée en amour avec cette plateforme-là, carrément. Puis avec le e-commerce, puis tu sais, c'était de plus en plus grandissant, même avant la pandémie. Puis je voyais tellement comme plein d'opportunités pour la business pour laquelle je travaillais. Que après ça, quand je suis tombée à mon compte, ben, ça a juste été la suite logique de vouloir continuer dans cette lignée-là. Puis quand la pandémie a commencé, je me suis dit OK, je m'en vais encore plus me spécialiser, je vais reprendre d'autres formations. J'avais un coach one-on-one. Ça me coûtait cher, mais ça l'a été. J'ai tellement appris comme c'est fou. Fait que c'est vraiment à cause de ça là, que je me suis dirigée vers le e-commerce. J'ai touché à ça sans le vouloir nécessairement, puis j'ai juste vraiment vu. Puis j'ai pu toucher comme à 2-3 plateformes différentes aussi, puis j'ai vraiment tombé en amour avec celle-là. Fait que je me suis spécialisée vers ça. OK, ben ça fait totalement du sens. Puis comment tu décrirais tes clients cibles, ben ta clientèle cible en ce moment? Oh my God, c'est tellement... Parce que c'est tellement varié actuellement parce que ça fait quand même pas 10 ans que l'agence existe. Je suis encore dans mon positionnement, puis je suis encore dans l'évolution de tout ça. Je suis encore une start-up. Puis actuellement, j'ai autant des entreprises qui existent depuis 50 ans, qui se sont mis en ligne, qui ont fait un virage numérique, autant que des startups, des personnes qui ne connaissent rien dans l'entrepreneuriat puis qui débutent puis qui ont besoin d'un branding. Je te dirais que c'est sûr qu'au début, avec les contacts que j'avais, avec le mastermind qu'on a fait, avec tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts avec les entrepreneurs qui démarraient, qui étaient en démarrage, beaucoup les femmes aussi. C'est avec ces personnes-là que j'échange le plus sur les médias sociaux, le bouche à oreille, les groupes Facebook, le groupe Femmes de tête, etc. Donc, ça a été beaucoup ça, ma clientèle. C'est ça qui a été un peu le levier par rapport à mon entreprise. Mais là, spoiler alert, je suis en train de comme restructurer ça un peu. Je ne vous abandonne pas, les personnes en démarrage, inquiétez-vous pas. Mais je suis en train de... mon équipe, elle a grossi dans la dernière année, puis je suis en train de me repositionner un petit peu pour travailler avec des entreprises qui sont peut-être un petit peu plus établies puis qui ont des besoins un petit peu plus poussés. Je pense que je suis rendue là. Mes connaissances sont rendues là. Mon équipe de design est incroyable. Puis j'en ai quelques-unes, puis j'adore travailler avec les personnes qui démarrent, mais j'adore travailler aussi avec les entreprises qui sont plus établies. Il y a plus de défis un petit peu. Fait que ça, le côté défi puis évolution, puis des fois, bon, des choses qu'on n'a jamais faites, mais qu'on veut se pousser un petit peu plus. Là. Fait en ce moment, c'est comme un melting pot, puis ma clientèle cible va être un peu éparpillée. Fait que je te dirais que c'est ça. Dans ma tête, c'est un petit peu mélangé présentement. Fait que j'ai un peu de tout. Non, mais c'est parfait. Tu sais, comme tu dis, ça fait pas 10 ans que tu fais ça. Fait que je pense que c'est normal au début, tu sais, d'essayer avec différentes clientèles puis de, tu sais, tranquillement développer sa niche et tout ça, sans abandonner non plus les clients avec qui on a commencé. Fait que ça fait du sens, tu sais, de juste continuer à bien servir tes clients, mais, tu sais, prendre un aliment différent dans les prochaines années. Exactement, c'est ça. Puis c'est sûr que vu la spécialisation e-commerce que je vais mettre de plus en plus d'avant, je vais probablement avoir beaucoup plus d'entrepreneurs ou d'entreprises qui sont dans le e-commerce. Actuellement, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le service. Fait que c'est peut-être vers là que je vais m'enligner, mais j'adore les gens dans le service. Moi, je suis dans le service. Fait que je le laisserai jamais de côté à 100%, c'est certain. Oui, parfait. Désolée, j'étais un peu surprise, je pense, avec cette question-là. Ben non, c'est bien parfait. C'est juste qu'en ce moment, comme même hier, j'étais dans cette réflexion-là. Ouais. Fait que c'est comme mon persona, là, mon client type n'est clairement pas établi en ce moment. Je veux aider tout le monde, du coup, je me raligne, puis
que j'aille... ça veut pas dire que parce que ton client cible, c'est une telle personne que tu peux pas aider les autres non plus, là. Fait que je t'en exact. pour 2022, disons. Non, c'est vrai, mais tu sais, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, puis je le vis aussi, tu sais, c'est de tout le temps se réajuster selon l'évolution de toi, de ton équipe, de tes clients et tout ça. Fait que, parfait. Puis parlant de ton équipe, à quoi ça ressemble en ce moment, puis comment tu fait pour bâtir l'équipe que tu as bâtie? Excellente question. En ce moment, j'ai 2 designers qui travaillent pour moi. J'en ai une temps plein, ça fait tout juste 1 an, et j'en ai une à temps partiel depuis le début de l'été. Donc, ça, c'est vraiment au sein de l'entreprise salariée. Et sinon, j'ai une adjointe qui travaille avec moi tous les jours, qui s'occupe de tout le volet administratif, suivi avec les clients, les paiements, tout ce genre de volet-là. Elle m'aide aussi, bon, recherche de subventions, à toutes les affaires que moi, j'ai pas le temps de faire, à son occupe. Puis j'ai aussi un développeur qui travaille avec nous pour les sites web, donc qui est spécialisé aussi en tout ce qui est robot, automatisation, fait qu'on est capable d'aller faire des choses super personnalisées avec lui. Donc, on est une équipe de 5? Ouais, avec moi, 5. C'est ça. Donc, on est une belle petite équipe, puis je compte la faire grossir aussi dans les prochaines années. J'aimerais ça avoir quelqu'un aux médias sociaux parce qu'on fait des médias sociaux aussi, on fait de la création de contenu, calendrier éditorial, etc. Présentement, on s'en occupe, les designers s'en occupent, font une super job, mais la prochaine personne, peut-être que ça sera ça, on verra de l'évolution. Puis comment j'ai fait pour arriver à ça? Honnêtement, la première fois que je me suis dit, faudrait que j'engage quelqu'un, j'avais la chienne, je savais pas quoi faire. Puis, moi, je suis un peu control freak dans la vie, là. Pour tout que je contrôle, je suis vraiment, vraiment perfectionniste, je suis vraiment picky. Fait qu'au début, de déléguer certaines choses, je repassais par-dessus absolument tout, mais ça me prenait le double du temps au final. Fait que c'était pas super avantageux de faire ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'avais une vision d'agence, j'avais une vision de grossir. Donc, moi, toute seule, je n'arrivais pas, là. Honnêtement, je faisais des semaines de fou, j'étais en retard dans mes échéanciers, j'avais pas le temps de tout faire. Donc, à un moment donné, bon, j'envoyais des choses à des pigistes, mais des pigistes, t'as moins le contrôle sur eux, tu sais, je veux dire, s'ils font leur horaire, ils font leurs tarifs, des fois, ça fonctionne peut-être pas avec ton style parce que c'est pas toi qui les forme. Versus un employé, que c'est moi qui la forme. Je l'ai engagée parce que, bon, le style fonctionnait, elle a la mentalité de l'entreprise, elle a le vibe, on se parle à tous les jours. Fait que c'est vraiment différent de travailler avec des employés qui sont vraiment à l'interne que d'avoir des pigistes que des fois, ils te répondent pas pendant 2 jours parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient vivre un trip dans un chalet. T'sais. Puis c'est correct parce que quand t'es pigiste, tu peux le faire, mais des fois, il y a des échéanciers à respecter aussi. Fait que j'ai engagé ma première graphiste. Ça fait à peu près 1 an. Puis c'est sûr que quand on parlait du mastermind qu'on s'est rencontrés, ça m'a vraiment aidé à me positionner par rapport à ça parce que au début, je voulais rien savoir d'avoir quelqu'un parce que j'étais très perfectionniste. Mais si je voulais grossir, j'avais pas le choix de grossir mon équipe. Puis ça s'est grossi tranquillement pas vite en ayant justement ma designer à temps partiel, elle va finir par tomber temps plein. Puis graduellement, là, on a monté ça ensemble. Puis le moment que j'ai vraiment décidé d'engager une personne, c'est que j'avais signé plusieurs contrats qui s'en venaient. Puis avec ce que j'avais déjà, je le savais que je serais capable de couvrir un temps plein, là, carrément. Puis je me suis dit, le temps qu'on fasse ces mandats-là, j'ai le temps de continuer à en booker d'autres pour plus tard pour garantir un temps plein. Fait que j'ai tout de suite engagé cette personne-là de temps plein. Puis qu'est-ce que j'avais de la misère à faire aussi, vu que j'étais toute seule, c'est que j'avais pas le temps de faire de prospection. Bon, le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup. À un moment donné, tu atteins une certaine limite, mais j'avais pas le temps de faire de prospection, j'avais pas le temps de m'occuper de mes médias sociaux. Je pense que j'ai eu un site web puis un portfolio 1 an après m'être lancée, là. Tu sais, j'avais rien fait, j'avais pas le temps de le faire. Puis jusqu'à récemment, je le travaillais mon 90 heures semaine. Là. Fait que c'est comme, à un moment donné, je répétais aux frais aussi de pas avoir d'équipe pour supporter toute cette croissance-là. Aujourd'hui, on est rendu une belle petite équipe. Voilà. Ben c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans nos domaines qui face le même challenge, tu sais, de comme essayer de tout faire toute seule, puis là, à un moment donné, tu sais, t'as juste toi, fait que tu peux plus en prendre plus. Puis après ça, il y a beaucoup de gens aussi qui ont ce syndrome-là de, tu
vouloir que tout soit fait à leur façon parfaite. Je suis un peu comme ça aussi, je t'avoue. Exact. Fait que, est-ce que ce serait quoi le plus gros conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui a peur de déléguer? Je te dirais que c'est quand même un travail sur soi de travailler là-dessus, de peut-être essayer de laisser aller certaines choses, mais en même temps, si au départ, tu établis tes standards, puis que dès que tu engages la personne, tu dis, moi, ça fonctionne d'une telle, tu sais, you're the boss. C'est ta business, tu le sais comment que tu veux que les choses soient faites, en montrant comment tu veux que ce soit fait, en faisant des enregistrements vidéo pour que la personne puisse s'y référer, en lui donnant des normes écrites, peu importe, dépendamment du domaine. Je pense que ça vient rassurer la personne que tu engages, mais ça vient te rassurer aussi. Puis, au début, c'est sûr qu'au début, ça prend plus de temps, faire beaucoup, beaucoup de suivi, hyper serré, à tous les jours. Dès qu'il y a quelque chose, tu sais, faire des suivis vraiment serrés, puis c'est la confiance envers la personne qui se développe à la longue. Là. Je te dirais que des designers que ça fait 1 an avec qui que je travaille, je suis partie en vacances 2 semaines, puis je n'étais pas stressée, pas en tout. Mon adjointe était là aussi. J'ai réussi à décrocher un petit peu, c'est pas totalement ça. Mais comparativement à si j'avais pas mis de structure en place ou quoi que ce soit, je serais peut-être partie en qu'est-ce qu'elle va faire, elle saura pas trop quoi faire. Fait que quand tu es en ligne comme il faut, les gens au début, je pense que c'est ça. Fait que c'est d'établir tes limites, d'établir tes barèmes, puis de te concentrer sur qu'est-ce qui est ta zone de génie aussi. Fait que ça va te permettre de, tu sais, comme moi, faire des appels de vente, actuellement, c'est moi qu'il faut qu'il fasse, c'est ma business, c'est moi qui la connecte comme le fond de ma poche. Fait que je dirais d'établir des standards vraiment, puis de faire confiance. C'est pas tout le temps facile. Mais c'est le conseil que je donnerais, là, d'avoir des choses, d'être clair au début. Puis si jamais ça fonctionne pas avec quelqu'un, de le dire, de s'ajuster. Puis si ça fonctionne vraiment pas, ben c'est des décisions plates, puis c'est des décisions difficiles d'entreprise. Mais si ça marche pas, ben on arrête la collaboration puis on trouve quelqu'un d'autre avec qui ça fonctionne. Fait que ça, des fois, c'est pas évident, mais c'est quelque chose d'important quand même pour que ta business fonctionne bien. Non, c'est sûr. Honnêtement, je pense que c'est des super bons conseils, de mettre dès le début, de dire ses attentes, de mettre les bases pour que le reste fonctionne bien, bâtir la confiance. Puis après ça, une fois que, je crois, tu pourras me confirmer, mais une fois que tu l'as fait une première fois, après ça, les prochaines personnes que tu vas recruter, ça devrait aller de mieux en mieux, étant donné que tu as déjà fait l'expérience une fois, tu t'es ajusté avec la personne. Exactement, c'est ça. Tu t'habitues, comme là, la deuxième designer qui est rentrée, ça a été plus facile. Mes normes étaient déjà établies. L'autre est là pour répondre à ses questions. Si moi, je ne suis pas là aussi, parce que bon, je fais confiance. Au niveau de... Je pense que j'ai eu encore plus de misère à déléguer le volet administration à mon adjointe parce que je suis tellement têteuse que comme faut que les cours d'une telle manière. Puis là, si les phrases sont pas comme... Puis tu sais, je suis designer, fait que là, il manque une majuscule à quelque part, ça m'énerve. Tu sais, des détails vraiment cons que moi, c'était vraiment important parce que tu sais, je suis designer, il faut que le courriel soit beau, faut comme, mais c'est un courriel, là, en autant que le suivi soit fait, comme c'est correct. Fait que j'ai vraiment eu un travail sur moi à faire par rapport à ça. Au niveau du design, ben tu sais, dans les meetings, on se montre un peu, je trouve ça beau, j'aime ça, ça fit avec ce que le client voulait, bon, fine, OK, c'est tel. Mais le volet administration, ça a vraiment été plus difficile pour moi. Fait que, mais oui, c'est sûr que de plus en plus, là, ça va être plus facile de déléguer des choses. Oui, ben t'es bien parti. Oui, parfait. Puis, à travers tout ce processus-là de bâtir ton agence, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? C'est quoi, en fait, quels ont été tes plus grands challenges, mettons? Une excellente question. Je dirais que pour moi, c'est vraiment une expérience personnelle à moi parce que c'est pas tout le monde qui se lance avec des associés. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile de me retrouver. J'avais un modèle d'affaires vraiment atypique au début. Puis, je ne l'expliquerai pas parce que c'est vraiment compliqué à expliquer, mais comment que mon modèle d'affaires était fait avec mes associés, mes anciens associés. J'avais vraiment l'impression de me retrouver
employée de ma propre entreprise parce que j'avais pas vraiment le contrôle sur mon horaire. J'avais pas le temps de faire de prospection. Fallait que je fasse mon 35 heures pour avoir une paye qui avait du sens. C'était carrément ça au niveau du modèle d'affaires. Puis au début, je l'avais pas vu comme ça. Puis je me disais, hey, j'ai l'opportunité de me lancer en entreprise, d'avoir ma business, d'avoir des vacances, d'avoir un salaire, une stabilité en lançant ma business. Pas ça, être entrepreneur, c'est carrément pas ça. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un talon de paye, je déclarais que j'étais travailleur autonome à la fin de l'année. C'était juste ça. Parce qu'au début, j'étais pas incorporée, donc on était tous des travailleurs autonomes. Puis ça a vraiment été difficile de me sortir de ce pattern-là, même après avoir racheté mes parts. Okay. Ça fait pas longtemps, honnêtement, que j'ai comme OK, mercredi après-midi, tu as le goût d'aller prendre une marche puis d'aller au gym, vas-y, tu n'es pas obligé de bon, tu as des obligations en tant qu'entrepreneur, c'est certain, mais tu as le goût de te lever à 10 heures demain parce qu'à soir, tu as un souper puis tu rentres un peu plus tard. So what? Si tu n'as pas d'engagement avec un client, tu n'as pas d'appel, tu n'as pas de rendez-vous, so what? Tant que tu fais ce que tu as à faire comme entrepreneur, c'est sûr qu'en ayant une équipe, je pense que ça m'a beaucoup aidé à déléguer des choses, justement, puis à pas avoir à faire ça. Mais le pattern employé versus employeur, ça a vraiment été tough. Vraiment, vraiment beaucoup de me sortir de ça puis de ne pas me sentir coupable parce que je ne travaillais pas un mercredi après-midi ou parce que je me levais plus tard un matin. J'avais l'impression que des fois, j'étais devant mon ordi puis j'avais rien nécessairement à faire d'urgent. J'avais pas, j'attendais après des réponses de clients, j'avais pas de mandat à avancer, mes réseaux sociaux étaient tous prêts. Puis je me cherchais quoi faire parce que je me disais, il faut que je travaille jusqu'à 4 heures. Mais c'est quoi le rapport? Je veux dire, tu es entrepreneur. Fait que ça, honnêtement, de mon expérience personnelle à moi, étant donné que j'ai été pratiquement 1 an, même un peu plus que ça, comme employée de ma propre entreprise, si on veut, ça a vraiment été tough. C'est vraiment ce pattern-là, je dirais, la plus grosse épreuve là, de changer mon mindset par rapport à ça. Ouais, puis de ce que je vois, là, tu as énormément évolué en peu de temps. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont vraiment, vraiment aidé à travers tout ça, que ce soit des gens qui t'ont aidé ou des livres, des podcasts, des conférences, n'importe quoi qui t'a vraiment, vraiment aidé à passer à travers tout ça? Clairement. Premièrement, je suis vraiment bien entourée. Mon chum, ma famille, mes amis, j'ai personne entrepreneur, par contre, autour de moi, sauf Molly maintenant, avec qui je travaille sur Mojito et Mindset, mais qui est devenue une amie avec le temps. Mais sinon, de base, j'avais pas d'amis entrepreneurs. Fait que j'avais du support, mais c'est difficile, qui comprennent vraiment ta réalité parce que sont pas entrepreneurs. Mais quand même, j'avais des oreilles attentives, puis des fois, c'est une autre perspective aussi qu'ils te donnent. Fait que ça m'a vraiment aidé là, d'extérioriser vraiment ça. Ça a été long avant que je l'extériorise parce qu'au début, je ne réalisais pas c'était quoi mon pattern, c'était quoi comme mon syndrome de l'imposteur. Je savais pas c'était quoi le syndrome de l'imposteur. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme « What is that? » Puis sinon, j'ai suivi pratiquement tous les programmes de Amélie Riendo. Puis pour vrai, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est game changer, honnêtement. Là, je vais y faire un petit pub. Là. C'est game changer. Moi, ça l'a changé. Oui, tu sais, la structure d'entreprise. Oui, tout ce qui est système, c'est sûr que ça l'aide à structurer, mais ça ne change pas le mindset. Ça, c'est sûr que ça ne change pas le mindset. Puis d'échanger avec des entrepreneurs, autant avec Amé, parce que on fait un coaching, elle a un volet mindset avec le coaching, elle m'a poussé dans le cul une couple de fois pour faire des choses, genre engager une adjointe, engager des employés, des choses comme ça, mais d'échanger aussi avec des entrepreneurs qui avaient un peu la même réalité que moi, tu sais, qu'on avait un peu les mêmes enjeux. Fait que je dirais que ça a vraiment été game changer. Puis, ouais. Puis à chaque fois que je sortais d'un coaching, puis même avec l'évolution, au début, je m'en rendais compte que j'évoluais, mais même mon chum m'a dit, depuis que tu fais ces coachings-là, puis depuis que tu t'es focusé aussi, tu sais, d'avoir racheté mes parts, ça a changé mon mindset aussi, parce que j'étais toute seule, je devais plus rien à personne. Il m'a dit, ton évolution, genre, est intense, là. Même au niveau personnel, il m'a dit, tu glows, genre,
tu sais, j'étais rendue démotivée. Je pensais même comme lâcher l'entrepreneuriat parce que j'étais comme je pensais pas que c'était ça. Mais tout ça ensemble, ça a vraiment changé ma perspective, pas juste en business, là, de plein d'affaires, plein de volets de la vie. Fait que ça a pas mal été ça. Là. Non, c'est bon. Je pense que tout le monde passe par là. Un moment donné de comme, tu sais, c'est difficile l'entrepreneuriat, on va se le dire. Puis tout le monde, des fois, est comme, OK, est-ce que je lâche? Mais si tu as du temps, continuer. Puis, tu sais, là, après ça, de revoir toute ton évolution depuis les dernières années, tu sais, c'est fou, là. Ben oui, vraiment. Tu sais, je veux dire, tu te projettes dans l'avenir où tu regardes il y a 2 ans, t'es comme, j'aurais jamais imaginé que je serais rendue là puis que j'aurais ce mindset-là. Puis c'est pas parce que là, ça va mieux puis que je suis bien passionnée par ce que je fais que j'ai pas de mauvaises journées, là. Des fois, les gens, on dirait que, mais toi, t'es chanceuse, t'as business, c'est hot, t'as du succès. Ouais, mais I work for it, là, tu sais. Puis il y a des journées que je braille, puis que ça va pas bien, là. Tu sais, ça arrive vraiment... pas si souvent, là, mais tu sais, je veux dire, ça arrive, puis on a toutes nos challenges, puis toutes nos difficultés à travers notre processus aussi, là. Fait que ça, c'est à garder en tête. C'est juste, c'est de pas s'apitoyer comme sur qu'est-ce qui se passe. C'est important que tu vives tes émotions. Ça, c'est de pas refouler ça, mais de pas t'apitoyer puis de te revirer de bord. Tu sais, comme, il y a des choses qui se passent des fois que t'as pas le choix de get over it. Là. C'est comme, trouve une solution, revire-toi de bord, let's do it. Fait que ça, c'est important. Ouais. Non, vraiment. Parfait. Puis, OK. Ben, mettons qu'on parle de ta vision à long terme. Je sais qu'on a un peu parlé au début là, en disant que tu voulais plus te diriger vers le e-commerce, mais où tu te vois dans les... C'est une question très large, mais tu sais, dans les 5-10 prochaines années? Ouais, ben ça peut changer parce que ça évolue tout le temps. Parce que tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais pas répondu exactement ce que je fais aujourd'hui, tu sais. Mais pour les prochaines années, c'est sûr que moi, je me positionne vraiment comme CEO de ma business. Fait que je veux vraiment bâtir une équipe. Je veux vraiment miser sur le modèle d'agence. Fait que c'est sûr que je vois une grosse équipe. Tu sais, si je me projette dans 5-10 ans, je veux une grosse équipe. Je veux avoir des bureaux, avoir un studio photo, tu sais, pour comme les sites web, pour les brands, tu sais, parce que les brands, bon, il faut que tu aies des photos des entrepreneurs, la création de contenu, des belles salles de réunion, puis comme mon modèle d'affaires, il est vraiment basé actuellement sur j'ai pas de bureau. Moi, je gère ma business de mon salon parce que j'ai même pas de bureau chez nous. Je suis dans un 3,5. Puis c'est parfait comme ça, mais plus tard, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, avoir des beaux bureaux, avoir une équipe qui interagit ensemble, mais je serai clairement pas 5 jours au bureau. Je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir profiter de ma famille. Le pourquoi je travaille aussi fort en ce moment, moi, quand je vais avoir des enfants, j'ai pas le goût de travailler 5, 6, 7 jours de semaine. Je veux travailler 3 jours de semaine. Comme obligatoire, mettons, là. Pour gérer mes trucs, gérer mon équipe, etc. Si je peux travailler 3 jours semaine, puis avoir vraiment... C'est vraiment d'avoir une liberté autant financière que de mon temps. Fait que c'est vraiment, vraiment ça mon objectif. Puis, il y en a des fois qui disent « Ah, je préfère faire moins d'argent, mais être plus libre. » Moi, je veux être riche, OK? Genre, puis je l'assume vraiment, là. Je veux être riche. Puis, tu sais, pas riche comme d'avoir des yachts à 3 milliards, là, c'est pas ça, là. Mais, tu sais, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir avoir une belle maison, que t'es bien, que t'as de la place pour recevoir. J'adore recevoir, j'ai dit tantôt, j'aime ça cuisiner, j'aime ça comme manger, j'aime ça, j'aime l'événementiel, fait que j'aime ça recevoir. Puis, tu sais, je veux pouvoir vivre des expériences avec ma famille, que, tu sais, si je tombe enceinte de des jumeaux puis j'avais déjà 2 enfants, ben je peux supporter puis amener toute ma famille en voyage. Tu sais, c'est pas nécessairement de vivre dans le luxe, c'est plus que... On dit que l'argent fait pas le bonheur, c'est vrai. Mais avec les projets que j'ai, tu sais, comme je parle de voyage, etc., ben ça en prend de l'argent, tu sais. Puis si je veux faire de l'argent en ayant travaillé juste 3 jours semaine, ben c'est ça. Fait que je l'assume très bien, puis c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça là, sur le long terme, là, si je me projette dans les prochaines années. Les 5 prochaines années, peut-être moins, là. Tu sais, on va prendre le temps de faire grossir la business. J'ai des projets personnels aussi, je veux m'acheter une maison, etc. Mais dans 10 ans, là, je me vois complètement ailleurs, puis peut-être même investir dans l'immobilier ou investir dans quelque chose. Avoir peut-être d'autres projets que juste l'agence.
Fait que ça, j'ai tout le temps des nouveaux projets. Fait que ça, probablement qu'il va en avoir qui vont pousser dans les prochaines années. Peut-être plus que. Ouais, je te crois. J'ai l'impression qu'on est tous un peu comme ça là, dans le monde d'entrepreneuriat. Tous les gens que j'interviewe sur mon podcast, on a tous comme plein de plans. Mais c'est ça qui fait que c'est ça. Ah, puis j'aimerais ça habiter dans le sud aussi, j'ai oublié de le dire. Là. Ça, c'est un petit rêve là, que moi et mon chum, on... Nice! Est-ce que tu as une destination en tête ou c'est juste à date dans le sud? Pas vraiment, en autant qu'il n'y ait pas de neige, qu'il n'y ait pas d'hiver. Ça, c'est clairement c'est notre critère, qu'il n'y ait pas d'hiver. Puis, tu sais, un endroit quand même sécuritaire aussi, là, tu sais, si on a des enfants et tout ça, je veux dire, ou même moi, si j'ai le goût d'aller au dépanneur le soir, ben j'ai pas le goût d'avoir peur de me faire tirer. Fait que, il y a quand même certains endroits qui sont moins recommandés pour ça. Mais mon chum n'est pas entrepreneur, il a un emploi, il a un très bon emploi dans la construction. Fait que c'est moins facile de dire OK, let's go, on part actuellement. Il était entrepreneur puis il travaillait de n'importe où. Mais c'est un projet. Est-ce qu'on va habiter permanent? Je ne sais pas, mais peut-être avoir quelque chose, tu sais, une couple de mois par année. L'hiver, tu sais, la construction, c'est plus au ralenti l'hiver. Fait que partir sauver l'hiver. Je déteste l'hiver. Hey, je te comprends tellement. Tu sais, là, moi, l'hiver, tu risques de plus me voir très souvent. Ouais, au Mexique. Ouais, le Mexique, d'ailleurs, je te le conseille hein, si jamais tu cherches une destination. Au pire, c'est ça, l'essayer un hiver. Mais il y en a tellement. Là. Je parlais à une fille aussi qui habite au Portugal, puis elle était comme, ici, il fait tout le temps beau. Après ça, je pense que c'est l'Australie que c'est l'été pendant que c'est l'hiver ici. En tout cas, il y a plein d'endroits. Fait que tu vas avoir du choix. Parfait. Ben, puis aussi, ouais, je pensais à ça pendant que tu me parlais. Justement, avec tes projets que tu as d'immobilier, puis tout ça, ça pourrait être une solution justement pour amener ton chum avec toi. Oui, clairement. Ben oui, c'est sûr. En plus, mon chum est dans la construction, fait que l'immobilier, c'est des rénaux. C'est ça. Il y a des choses qu'on peut faire. Puis après ça, ben tout ce qui est gestion. Tu sais, c'est sûr que si lui investit dans l'immobilier aussi avec moi, à un moment donné, ben tu es libre plus financièrement que de devoir travailler ton 40 heures. Fait que tu sais, honnêtement, on ne sait pas. On va commencer par s'acheter une maison. On va se calmer pour oui. Mais on ne sait pas. C'est ça. Plus tard, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Puis comme que je te dis, ça peut être quelque chose de pas permanent aussi, là, de juste partir 2-3 mois puis aller amener notre famille dans le sud, fêter Noël, etc. Là. Fait que, ouais, c'est des super beaux plans. On va peut-être se croiser, là. Ben oui, c'est clair. Parfait. Si on revient un petit peu au branding, ce serait quoi ton plus grand conseil pour les gens qui se lancent en entrepreneuriat en termes de branding? Tu sais, parce que quand on commence en entrepreneuriat, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à penser. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu dirais qui sont les priorités quand on commence en entrepreneuriat? Si on parle de branding, je vais me concentrer sur la question. On parle vraiment de branding. Je dirais d'avoir quelque chose, l'erreur que le monde font, puis je comprends. Quand on commence, on n'a pas d'argent. C'est tout le temps ça. OK? On n'a pas d'argent, on a peur de dépenser de l'argent, on a peur d'investir parce que, je vais dire investir parce que c'est un investissement, pour moi, c'est pas une dépense. Puis, tu sais, moi, je suis cordonnier mal chaussée. Si j'ai besoin d'un logo parce que je me lance de quoi, je vais le faire. Tu sais, je veux dire, je suis designer. Fait que ça, c'est différent. Moi, j'ai pas eu à payer quelqu'un pour faire mon site ou pour faire mon branding, je l'ai fait. Par contre, quelqu'un qui n'est pas designer, ça peut soit, il prend vraiment du temps pour le faire parce que la personne, c'est pas sa job. Tu sais, comme moi, si tu me demandes de faire des trucs de comptabilité, c'est clairement plus long que si c'est ma comptable qui le fait. C'est pas parce que je suis pas capable. Est-ce que ça va être aussi bien fait? Probablement pas. Est-ce que ça va être plus long? Assurément. Mais c'est l'erreur que je vois souvent, c'est d'avoir un logo préfet. Comme que tu trouves sur Canva ou tu trouves sur tes banques de logos que ça te coûte 5$, tu changes ton nom. Puis souvent, là, le plus souvent, c'est les gars qui font ça. Okay? Puis là, c'est pas pour comme dénigrer les gars. Mais les compagnies, les garages, les compagnies de construction, ils ont tous le même logo. Toute la gang. Une maison avec un toit puis un demi-char, là, j'en vois pas. Puis à un moment donné, j'étais allée à un garage, puis mon chum me dit hey, on est déjà venu ici.
Fait que là, j'ai dit non, on n'est jamais venu. Ben oui, on est déjà venu, check le logo, parce que c'est ça que moi, j'ai regardé le logo. Puis là, j'ai regardé le logo, j'ai dit, hey, il est identique à l'autre garage qu'on était allé, mais moi, je le savais qu'il y en avait un, mettons, ça arrive sud, l'autre ça arrive nord, tu sais, quelque chose comme ça. Ouais. Là, je me suis dit, oh my God, OK. Fait que si ces personnes-là, puis ça veut pas dire que leur garage fonctionne pas bien, puis ça veut pas dire qu'ils font pas d'argent, mais si ces deux personnes-là font du marketing sur les réseaux sociaux, Ah, c'est mélangeant, ouais. c'est mélangeant pour leur client cible parce qu'ils ont clairement la même clientèle cible, tu sais. Fait que le conseil que je peux donner, là, faites pas des logos préfaits. Ça, là, c'est à bannir là, par rapport à un branding. Puis d'avoir quelque chose qui vous représente aussi, tu sais, qui représente les valeurs de l'entreprise, le vibe que vous voulez dégager aussi. Tu sais, si vous êtes une personne vraiment douce, qui est toute calme, puis que votre entreprise, vous vendez des chandelles, puis c'est des trucs cosy, allez-y pas avec comme une écriture vraiment agressive avec du rouge pétant. Tu sais, ça représente pas ce que tu veux que ça représente. Fait que il y a une réflexion à avoir derrière le branding. C'est pas juste d'exécuter le beau petit dessin du logo. Là. Il y en a qui disent des fois c'est un beau petit dessin. Là. C'est vraiment pas ça. Il y a vraiment une réflexion à avoir derrière ça. Puis même si tu démarres, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu le fais toi-même ou tu fais une partie toi-même, je pense que ça, c'est une réflexion à avoir avant même de tomber dans l'exécution de réaliser ton logo. Ouais. Il faut savoir qu'un branding, c'est pas un logo. C'est pas juste un logo. C'est tout l'univers graphique qui vient autour. Fait que, tu sais, la palette de couleurs, charte typographique, tout ce qui est les templates sur les réseaux sociaux, tu sais, mettons que tu mets, des visuels, des citations, des choses comme ça. Ça va être le vibe, ça va être le filtre Instagram que tu vas utiliser, ça va être comment que ton site web va être bâti. Quel ton tu vas utiliser? Est-ce que tu vas... ça, c'est plus dans l'identité d'entreprise, mais ça fait partie du brand quand même. Est-ce que tu vas vouvoyer ta communauté ou tu vas la tutoyer? Est-ce que tu vas miser plus sur l'humour? Est-ce que tu vas être plus sérieux, plus éducatif, plus corpo? Tu sais, au niveau du visuel, il y a tellement d'autres choses aussi. Je pense, je disais pictogramme, motif. Est-ce que tu vas utiliser des dégradés de couleurs ou tu vas utiliser plus des couleurs pleines? C'est name it, là, il y en a plein d'affaires à considérer pour le branding, mais quand tu commences, c'est sûr que ça te prend un logo en premier, mais ça te prend plus que ça. Ça te prend ta palette, ça te prend tes typographies, les écritures que tu vas utiliser. Mais moi, je dirais quand même, quand tu commences, d'y aller étape par étape. Fait que d'avoir je vais appeler ça un mini brand, un logo avec une ou deux déclinaisons pour que tu puisses les utiliser de différentes manières selon les plateformes, selon différentes choses. Une palette de couleurs pour qu'on se retrouve toujours dans le même univers, que ce soit sur ton site web, pour pas que ton site web soit bleu, que tes réseaux sociaux soient verts, puis que ta carte d'affaires soit rose. Je veux dire, à un moment donné, on se retrouve pas. Puis, c'est de faire attention aussi quand que c'est un peu la même chose pour les écritures, puis c'est que tu es une nouvelle entreprise, tu commences. Si du jour au lendemain, McDo met son gros M bleu, là, on va le savoir que c'est McDo. On va trouver ça bizarre au début, on va se dire, OK, ça rappelle les frites, ça a tout le temps été les arches dorées. Mais si on a un concept derrière puis il change, on va savoir que c'est McDo parce qu'on est habitué de voir le M. Puis McDo, quand même, qui changerait complètement leur branding, c'est McDo, tu sais. Sauf que quand tu commences, c'est vraiment important que les gens t'identifient, tu sais, qu'ils s'identifient à toi au niveau de qu'est-ce que tu vas te dégager versus ta clientèle cible, mais qui t'identifient aussi à force qu'ils te voient sur les réseaux sociaux. Parce que ça prend un certain nombre de fois que les gens voient passer tes trucs avant qu'ils engagent, puis avant qu'ils achètent, avant même qu'ils s'abonnent, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose à vraiment faire attention. Fait que je dirais de vraiment faire quelque chose de personnalisé, même si tu commences, même si tu n'as pas beaucoup de budget. À la limite, là, moi, ça m'est déjà arrivé que les gens m'ont dit « Tel logo, je le trouve beau, je sais que je ne peux pas le copier, j'aime ça, je veux telle couleur parce que ça veut dire telle affaire. » Puis moi, ça leur a pas coûté le brand au complet parce que j'ai développé leur idée, la réflexion était déjà faite. Fait que ça, c'est un moyen d'économiser aussi quand tu dis « moi, je veux faire ça par un professionnel, sauf que j'ai pas le gros budget. » C'est de discuter. Tu sais, si tu aimes le style de quelqu'un, il y en a qui sont super flexibles au niveau du budget, il y en a que non, il y en a que tu peux payer en plusieurs versements, il y en a que tu peux dire, gars, je sais que je veux faire affaire avec elle, c'est pas la moins chère, mais c'est elle que j'aime son style, j'aime son vibe, j'aime notre échange. Ouais. Il y a moyen que tu t'arranges avec elle ou que tu dises, regarde, j'essaie de faire une ou deux ventes ce mois-ci, là, puis dès que j'ai l'argent,
j'ai investi dans la bonne personne. Parce que des fois, il y en a qui ont tendance à investir dans les moins chers, puis 2 ans plus tard, ils disent comme ah, ben finalement, ça marche pas vraiment. Ou après ça, le résultat, ils regardent leur logo, puis ils l'aiment pas, puis ils se disent ah, j'aurais dû y aller avec l'autre, même si c'était plus cher. Fait que ça peut arriver aussi. Fait qu'au final, ça coûte plus cher parce qu'il faut que tu leur fasses faire. Puis, ça peut te coûter cher au niveau de ton temps aussi. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on ne calcule pas vraiment nos heures, mais on a une valeur. Fait que, tu sais, si tu te mettais un tarif horaire à faire ton branding ou ton site web ou peu importe, est-ce que ça serait plus rentable que de le faire faire? Fait qu'il faut avoir cette réflexion-là aussi, tu sais. Moi, si je fais toutes mes automatisations toute seule, je te garantis que ça va me coûter plus cher que si j'engage mon développeur. Parce que... Ça, c'est clair. Ouais. Parce que c'est ça. Vous avez plus... c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend tout le temps de ça. Puis, c'est ça, d'avoir quelque chose de personnalisé pour le brand, même si tu commences. C'est vraiment, vraiment important. C'est bon. Puis, j'ai 2 questions qui m'ont comme popé dans la tête. Ça ressemble à quoi le processus de travailler justement avec une agence comme la tienne? Par rapport à un branding, mettons, ou plus de manière générale? Branding complet. Je dirais, comment justement que l'échange se fait au niveau des idées, puis après ça, ça ressemble à quoi les délais de développer tout ce que tu as nommé, là? Je pourrais pas les renommer aussi bien que toi. J'aime ça, cette question-là, parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes que je vais passer sur les réseaux sociaux puis qui disent « Je cherche quelqu'un pour faire mon site web, pas d'agence, s'il vous plaît. » Puis là, moi, des fois, je demande « Mais pourquoi? Pourquoi pas d'agence? » Parce qu'il y a 1 an, j'étais une agence, mais j'étais toute seule. Fait que, tu sais, c'était quoi la différence pour toi? Je sais pas. Fait que moi, j'ai posé la question à quelques personnes, puis les réponses qui me sont revenues, c'est « Ça va être trop cher. La communication, c'est de la merde. Il y a trop de monde qui sont interposés, puis c'est ça, la communication, elle fonctionne pas bien, ou les délais sont trop longs. » Donc, j'ai des réponses à toutes ces objections. Premièrement, en travaillant avec nous, moi, il y a tout le temps une designer d'attitré au projet, que ce soit moi ou une des autres designers que j'ai. Fait qu'au niveau de la communication, il n'y a pas comme la chargée de projet, la directrice artistique, la designer, l'infographiste, le programmeur. Tu sais, il n'y a pas 8 personnes à qui tu vas parler. Tu vas parler à moi, au début, je vais te vendre. Je vais te vendre ma salade. tu vas te dire, OK, j'aime le verre, je vais t'expliquer tout le processus que j'explique en ce moment. Après ça va être la designer qui va prendre en charge le mandat au complet. Chacune de mes filles ont leurs clients, ont leurs projets. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas au sein de l'équipe. On se montre nos choses dans les meetings. Je vais passer par-dessus certaines choses, je vais regarder, je vais donner mon avis, on va personnaliser un petit peu plus. On échange, on brainstorm ensemble, on travaille ensemble. Mais au niveau du client, il échange uniquement avec la designer. Je reste toujours disponible. Si le client veut me parler à moi parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, évidemment, je suis toujours disponible. Mais la communication se fait super bien. Mes clients sont vraiment satisfaits de ça parce que même si on est 5 au total, puis qu'un jour, on sera 10, 15, 20, ça va toujours être ça. Mon modèle, ça va être d'avoir une personne attitrée. Au besoin, pour le site web, s'il y a des choses très, très, très techniques, peut-être que là, ils auront à parler aux développeurs. Parce que, bon, la designer, c'est pas elle qui s'en occupe, mais ça va être assez rare. Tu sais, habituellement, c'est vraiment un contact particulier. Puis mon adjointe, les seuls suivis qu'elle va faire, c'est si tu ne payes pas, elle va pas t'écrire. Parce que tu étais le 15, puis on est le 22, tu n'as pas payé. C'est la seule chose va faire qu'elle va t'écrire. Sinon, au niveau de la communication, c'est vraiment ça. Au niveau des étapes, des différentes étapes, au début, il y a toujours une analyse complète de l'entreprise qui est faite, peu importe le projet, que ce soit pour un site web ou un branding, pour qu'on comprenne la vision d'entrepreneur, la vision d'entreprise, le vibe, la mission, les valeurs. Qu'est-ce que la personne elle aime visuellement aussi? Puis par rapport à qu'est-ce qu'elle aime, puis le vibe qu'elle veut dégager, ben des fois, on va la conseiller aussi. Parce que comme je disais tantôt, si tu veux que ce soit doux, puis tu me dis, mais j'aime le rouge, est-ce que ça fit? Pas nécessairement. Fait que nous, on va vraiment s'occuper de conseiller la personne, mais on va vraiment prendre le temps d'analyser c'est quoi sa vision à long terme aussi. Tantôt, tu m'as posé des questions de vision long terme. Mais si la personne a dit, ben moi, je travaille autonome, mais j'aimerais ça devenir une agence d'ici 2 ans, ça sera peut-être pas le même genre de logo, puis peut-être même que je vais dire, est-ce que tu veux que ton agence porte ton nom? La personne va peut-être même avoir la réflexion. J'ai des clients qui ont changé de nom d'entreprise. Ils ont dit, comme il y en a une, ça s'appelle Clothing, mais c'était juste des vêtements de maternité. J'ai dit, ton nom, on dirait une marque de linge normale, tu sais. Ouais. Elle a changé
ça, puis elle a rajouté le mot maternité à quelque part, tu sais. OK. Fait que, il y a toute cette réflexion-là aussi, là, plus, j'ai pas le goût de dire stratégique parce que c'est pas de la stratégie, là, mais vraiment plus le thinking derrière l'entreprise. Puis après ça, si je vais, par exemple, pour le branding ou un site web, on va présenter 2 à 3 maquettes, 2 à 3 vibes, 2 à 3 styles pour voir, bon, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'il y en a un que le client préfère? Des fois, on mixe 2. Des fois, on va dire, hey, le premier puis le troisième, j'aime ça du premier, j'aime ça du troisième, on fait un mix des 2. Puis après ça, ben là, on continue le projet. Puis moi, mes clients sont vraiment impliqués dans le processus. J'aime ça dire que je travaille avec mes clients, puis pas juste pour mes clients. C'est leur business, c'est leur bébé, ils ont leur mot à dire. Puis c'est pas juste, je te fais un brand, je te le donne, puis t'as rien à dire. Tu sais, je veux dire, c'est toi qui payes, c'est ta business, c'est ton projet. Fait que c'est vraiment, vraiment important pour moi que mes clients soient 100% satisfaits à la fin, puis qu'ils soient 100% satisfaits du résultat, mais de l'expérience aussi. On s'assure de faire des suivis très, très serrés aussi. Fait qu'on a quand même des délais qui sont rapides, je dirais. En plus que là, on est 3 designers, fait que c'est sûr que ça va plus vite. Mais il y a tout le temps, ça dépend tout le temps du client aussi. J'ai des clients qui me reviennent aux 2 semaines. Fait que c'est sûr que si j'estime ton projet, puis je vais tout le temps dire l'échéancier au début du projet. Même des fois, les personnes, des fois, c'est important, là, même avant de signer le contrat. Par rapport à combien qu'on a de projets actuellement, parce qu'il y a des bouts que c'est plus rush, puis il y a des bouts que c'est moins rush. Puis par rapport à la grosseur du projet. Fait que c'est sûr que le mini-brand que je parlais tantôt versus le branding premium ne prendra pas nécessairement le même nombre de temps. Ça dépend de la période de l'année. Mais c'est sûr que si j'estime 2 mois pour ton projet, en considérant que tu vas me répondre rapidement, puis que tu me réponds aux 2 semaines, ça se peut que ça en prenne 4. Je veux dire. Il y a ça aussi des fois qu'on est un petit peu moins en contrôle là, au sein de l'équipe parce que les clients, bon, surtout l'été, je dirais que ça a été très, très, très difficile les retours cet été parce que il y a quelqu'un qui est dans l'équipe qui est en vacances. Quand il revient, c'est l'autre, mais il faut qu'il se consulte. Fait que là, au final, c'est ça. Fait que il y a des délais qui peuvent être repoussés à cause de ça, mais on va toujours aviser le client. Le client, il n'y a jamais de mauvaise surprise. S'il y a quelque chose à faire qui n'était pas prévu, parce que le client nous demande de le rajouter, on va toujours parler de budget avant. Il n'y aura jamais de mauvaise surprise au niveau de l'échéancier ou au niveau de la facture finale. Jamais, jamais. On va tout le temps parler au client avant, puis on s'ajuste avec le client, soit qui va dire « Ah ben attends, on ne le fait pas tout de suite » ou que, peu importe, là, on s'ajuste vraiment. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça le processus, je te dirais. Puis à la fin, on demeure toujours disponible pour du support, surtout quand on lance des sites web. Là, moi, j'ai tout le temps un mois d'inclus pour le lancement, après le lancement, là, parce que des fois, bon, il peut y avoir des petits bugs, il peut y avoir des choses comme ça. Puis je reste tout le temps disponible avec mes clients. Je fais même des suivis après quelques mois pour savoir comment ça va, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, est-ce que tu es toujours satisfait? Fait que OK, good. Ça répond à ma question. Là, j'imagine que les gens, qui écoutent ça, se demandent ça ressemble à quoi les prix? Est-ce que tu serais capable de nous donner des genres de range de prix selon ce que les gens ont besoin de ce que tu vois le plus souvent, par exemple? Là, je sais que ça doit varier d'un client à l'autre, mais juste pour donner une idée aux gens. Ça varie vraiment. Par rapport au branding, ça part à 1500 à peu près. Puis ça peut aller à 5-6 000 actuellement. Dépendamment de... Il y a quand même une grosse différence, mais c'est sûr que c'est parce que ça dépend. Dans le 5-6 000, tu as des templates sur Canva que tu peux utiliser, mais personnalisés. Pas les templates que Canva te fournit, que tout le monde a. Tu as des GIFs pour ton Instagram, tu as des trucs pour tes IGTV, name it. Tu as comme le Cadillac comme premium. Fait que, mais tu sais, je dirais qu'en bas de 1500, puis tu sais, 1500, comme je disais tantôt, c'est pas juste le logo, là. Tu sais, je veux dire, t'as plus que t'as ta palette de couleurs, t'as ta charte typographique, t'as un fil Instagram, t'as un mood board pour le vibe un petit peu, t'as un guide de marque, t'as la réflexion, t'as toute l'analyse de ton entreprise qu'on fait avec toi. Fait que tu sais, des fois, les gens voient juste le 1500 comme tu m'en remets un logo, mais c'est vraiment plus que ça. Il y a une analyse toute approfondie derrière ça. Par rapport au site web, c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai fait des sites à 2000 puis j'en ai fait à 12 000. Tu sais, c'est comme, ça dépend vraiment, vraiment. C'est sûr qu'en bas de ça, à part si c'est juste une petite landing page ou des choses vraiment comme
très, très basique. En bas de 2000, il n'y a pas grand-chose vraiment à faire. Mais par rapport, spoiler alert, encore une fois, je ne sais pas à quelle date que le podcast va être diffusé, mais je suis en train de travailler sur une offre pour les personnes qui démarrent. OK, nice. Et pour les personnes qui sont en démarrage, j'essaie d'y aller avec quelque chose qui va être clé en main, mais qui va rester quand même assez abordable. Mais c'est sûr que, tu sais, dans le abordable, on parle pas de 300$, là, je veux dire, ça reste qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière un branding puis un site web. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'analyse. Tu sais, même on analyse votre concurrence, on regarde qu'est-ce que les autres font pour pas faire pareil. Mais en même temps, tu sais, on veut faire mieux, on veut que ça se démarque. Fait que, tu sais, il y a tout ce volet-là qu'il faut prendre en considération. Mais c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a différents... Ça, c'est mes prix à moi, c'est mon modèle d'affaires à moi. Mais si tu t'en vas chez Cossette, qui est une très, très grosse agence, ils ont des bureaux partout en Amérique du Nord, s'ils m'entendent dire un branding à 2000, ils vont me rire d'en face. Là. Ils vont dire, voyons, comme... Ajoute un zéro, là. Je veux dire, eux, ils en font pas de mini-brand avec juste comme un logo et une palette. Eux, ils font des trucs plus gros, puis ils n'ont pas la même clientèle non plus. Versus quelqu'un qui est travailleur autonome, sideline, puis qui a un emploi temps plein en plus, il chargera peut-être qu'il va charger moins cher aussi, mais est-ce que les délais sont aussi rapides? Est-ce que la personne a autant d'expérience? Est-ce qu'elle est à 100% là-dedans ou elle a toujours la tête dans sa job? Puis là, c'est pas pour dénigrer ceux qui font ça, je l'ai fait longtemps, là. Mais ça dépend vraiment de avec qui tu as envie de travailler. Que la personne te charge 1000 ou 3000, est-ce que le résultat va être pareil? Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas, honnêtement. Sauf que avec qui tu as le goût de travailler, c'est qui que t'aimes vraiment, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quel style que t'aimes, c'est quelle vibe que t'aimes. Fait que c'est un investissement dans ton entreprise. Là. Fait que ça peut ressembler à ça, les prix. C'est un peu vague, là, mais c'est juste que c'est sûr que les besoins des clients sont tout le temps différents. Non, mais je comprends la même chose pour moi quand je dis des prix. Tu sais, je suis tout le temps tu sais, je peux te donner un range, mais ça dépend parce que justement, tu sais, chaque entreprise est différente. Puis c'est ça. Mais je pense que ça répond bien à la question. Tu sais, c'était juste pour donner une petite idée aux gens. Tu sais, étant donné que, comme on dit depuis tantôt, tu sais, quand on commence au début, on a moins de budget et tout ça. Il y en a des fois qui disent comme j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Tu sais, des fois, je demande le budget, puis les gens savent pas ce que ça vaut. Fait que c'est sûr que c'est pas évident quand c'est pas ton domaine, tu sais. Mais je dirais que tu es honnêtement en bas de 1000, 1500, t'as pas grand-chose, tu sais, au niveau, tu sais, quelque chose de vraiment professionnel, t'as pas... Puis tu sais, c'est le minimum. Ouais. Parfait. Ben, merci pour toute cette info. Je suis sûre que ça va aider les gens à réfléchir là-dessus ou quand ils vont être prêts justement à engager quelqu'un pour les aider avec leur branding, à avoir une meilleure idée de comment ça se passe, puis c'est quoi les offres. Mais oui, exactement, parce que tu sais, quand tu te lances, tu le sais pas, c'est quoi le processus, puis tu le sais pas, t'es comme... Moi, je ne sais pas, là, c'est quoi les étapes pour construire une maison, mettons. Là. Probablement, chez la base, je sais c'est quoi le résultat, mais quand tu regardes c'est quoi qu'il y a dans les faits, il y a pas mal plus d'étapes que tu penses. Puis je pense que c'est la même chose pour n'importe quel domaine aussi. Là. Fait que c'est normal qu'on ne le sache pas au début puis qu'on ne sache pas nécessairement combien ça peut valoir aussi. Là. Cool, merci. Fait que ça fait pas mal le tour de mes questions. On n'a pas vraiment parlé de Mojito and Mindset. Je sais pas si tu voulais en parler un petit peu là, avant qu'on termine. Je peux en parler rapidement. Justement, parlant de personnes en démarrage, Mojito and Mindset, c'est une formation que, dans le fond, moi, vu que je suis spécialisée en e-commerce, j'avais plusieurs demandes de mes clients pour de la formation. Mais en one-on-one, c'est très, très long et c'est très, très cher pour un client parce qu'évidemment, je charge à l'heure dans ce temps-là, puis c'est aux alentours de 120 $ de l'heure le coaching en privé. Donc, ça monte à une facture assez vite pour tout montrer qu'est-ce que le client a besoin. Et de son côté, Molly Francoeur, qui est ma technicienne comptable et maintenant une amie aussi, elle avait de la demande de formation par rapport à la comptabilité, par rapport à QuickBooks. Moi, c'était par rapport à Shopify. Comme j'ai dit, j'étais spécialisée là-dedans. Puis, elle avait même beaucoup de questions par rapport au démarrage, l'incorporation, les taxes. Tu sais, ça a comme un peu rapport à la comptabilité. Fait qu'elle avait beaucoup de questions par rapport à ça.
Puis elle avait des projets de formation, moi j'en avais aussi. Puis on s'est rencontrés via un client commun qui était au courant de nos projets de formation. C'est un client avec qui on jase bien les deux. Là. Il y a le genre de client que tu vas prendre un verre avec quasiment. Fait que il nous a dit, vous devriez vous parler. Fait qu'on s'est parlé. Puis je pense que Molly m'a appelé. Puis je pense que le lendemain, on brainstormait sur un projet. Ça s'est fait carrément tout seul. Fait qu'on a vraiment allié tout le volet e-commerce, branding, réseaux sociaux, puis démarrage d'entreprise, comptabilité, QuickBooks, automatisation de la comptabilité. Connecter les deux ensemble quand tu es en e-commerce, connecter la comptabilité, c'est génial pour l'inventaire, la gestion des fournisseurs et tout. Puis on a allié ces deux volets-là pour créer une formation ensemble qui est née sous le nom de Mojito et Mindset. Puis, on a vraiment voulu à travers ça, c'est plus qu'une formation. Bon, premièrement, les formations sont disponibles séparément. Quelqu'un qui ne serait pas dans l'e-commerce pourrait prendre la compta et vice-versa. Mais on a voulu développer aussi une communauté à travers ça. On vise plus les femmes, je dirais. No hate, les boys, s'il y en a qui écoutent, mais on attire plus ça, puis on a décidé de se concentrer un petit peu plus là-dessus. Puis, on veut vraiment créer une communauté de femmes entrepreneurs. Tantôt, j'ai dit que d'échanger avec des gens au début du podcast qui avaient partagé la même réalité que moi, ça m'avait vraiment aidé dans mon processus d'entrepreneur puis dans mon mindset. C'est vraiment ça qu'on veut comme créer avec Mojito et Mindset. Puis, il y a tellement de choses, je peux pas le dire, là, mais il y a tellement de choses qui s'en viennent avec Mojito et Mindset. Ça va bouger dans les prochains mois. Pour ceux qui nous suivent déjà, là, ça va... ou ceux qui ne nous suivent pas, vous pouvez nous suivre si vous voulez. Mais ça va bouger incroyablement. Ça va être un 2.0, carrément. C'est tout ce que je peux dire, mais on a déjà lancé notre première cohorte au printemps. On a eu au-dessus de 20 filles qui ont pris les formations cohorte et hors cohorte. Cohorte, je veux dire les deux ensemble. On a fait dans la cohorte du coaching aussi, fait qu'il y a 10 semaines d'accompagnement qui permettent d'échanger, de répondre aux questions, d'aller un petit peu plus en profondeur. Puis, les filles sont tellement comme satisfaites de la formation. On a tellement eu des beaux commentaires pour vrai. Puis l'évolution qu'ils ont faite à travers la formation, puis à travers juste 10 semaines, ça a été complètement fou. Puis là, ça va être encore plus fou. Wow. C'était un peu de la version bêta, si on peut dire. On ne savait pas comment ça allait se passer. Finalement, ça s'est passé super bien. Puis c'est ça. Je vais m'arrêter là parce que c'est ça. Mais c'était... On va suivre ça. C'est bon. Fait que, juste récapituler, dans le fond, c'est pour les gens qui veulent ou sont partis en e-commerce pour tout mettre en place au niveau compta, design, marketing pour qu'ils puissent évoluer avec ça. Puis, exactement. Monter leur boutique en ligne eux-mêmes. Fait que, tu sais, tantôt, on disait, des fois, ça coûte cher quand on démarre, tu sais, ça reste une formation qui est plutôt abordable versus engager quelqu'un qui coûte des milliers de dollars là, pour monter ta boutique en ligne. Il y a tellement, pour vrai, il y a comme, je pense qu'on a pas loin de 175 modules au total. Il y a du stock dans la formation. Wow. C'est vraiment comme je me lance, qu'est-ce que je fais en premier? Je m'enregistre au registrage, je m'inscris au taxe, je m'incorpore ou je suis une entreprise sociétaire non collectif. Qu'est-ce que je fais jusqu'à le lancement de ton entreprise sur les médias sociaux puis le lancement de ta boutique en ligne. Fait que c'est vraiment un accompagnement de A à Z. C'est ça. Vraiment, tu as tous les outils pour te lancer après. Puis, c'est ça. Puis, il y a plein de gens qui ne sont pas en e-commerce qui ont pris la formation de comptabilité aussi, puis de gestion. C'est gestion financière, en fait, le vrai terme que je cherchais tantôt, là. C'est vraiment plus que juste comment je fais pour rentrer des factures dans QuickBooks. On s'entend que je ne suis pas sorcier. C'est vraiment tout. Oui, il y a les bases de la comptabilité parce qu'il faut comprendre, mais vraiment la gestion financière d'une entreprise, comment faire de la stratégie financière, comment automatiser le plus possible pour sauver du temps. Fait qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans le e-commerce, là, qui ont pris la formation, puis c'est fou, là. L'évolution parce qu'ils étaient dans le service, exemple. Oui, c'est ça. Je ne savais pas que, justement, c'était un de vos personas aussi. Tu sais, je pensais que c'était vraiment juste e-com, mais non, c'est sûr que ça peut vraiment aider les gens. Là, tout l'aspect financier, c'est comme tellement important. Là. Exactement. Puis c'est sûr que il y a des volets qui parlent un peu de gestion d'inventaire puis de connexion à ta boutique en ligne. Fait que ça, bon, les gens le skippent s'ils sont pas dans le e-commerce. Mais c'est intéressant en tant qu'entrepreneur tout court d'avoir vraiment l'importance de la gestion financière. C'est vraiment important quand on est entrepreneur. Fait que c'est sûr qu'il y a le volet e-commerce qui est le fun pour les personnes qui veulent faire le virage numérique ou lancer un e-com, mais sinon, c'est vraiment important.
Puis il y a tout le volet branding, puis marketing sur les réseaux sociaux, lancement sur les réseaux sociaux. Je parle de marketing d'influence. Fait que Nice! voilà. Ça me semble vraiment complet. Donc, parfait. Maintenant, pour terminer, peux-tu nous dire où on peut te trouver à travers tous tes projets? Totalement. Ben, dans le fond, mon compte principal que j'utilise le plus, ma plateforme de prédilection, c'est Instagram. Donc, Améchap, je l'écris A-M-E-Y-C-H-A-P. Puis sur ça, il y a des liens vers les autres Instagram. Donc, il y a Mousse Design et Web et Mojito Mindset sur les réseaux sociaux. Instagram aussi. On est aussi sur Facebook, mais c'est pas mal le même contenu. Là. Je dirais qu'on mise vraiment plus sur Instagram, en tout cas pour l'instant. YouTube s'en vient. Je dis juste ça. Oh! Cool! Fait que voilà. Super! Ben, merci pour tous tes partages. C'était vraiment intéressant. Puis félicitations pour tout ce que tu as accompli là, dans les dernières années. Honnêtement, ça m'inspire. Puis je pense que tu es vraiment bien partie là, pour la suite. Ben, merci, t'es super fine. Puis merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur et qu'il t'a motivé à prendre action dès maintenant. N'oublie surtout pas que chaque personne qui t'inspire a commencé quelque part et que c'est en étant constant qu'on atteint de grandes choses. Si tu veux m'aider à rejoindre le plus de gens possible qui ont envie de Viséo, juste à t'abonner à ma chaîne et à laisser un review. Pour partager ton aventure entrepreneuriale avec d'autres gens hyper motivés, juste à rejoindre le groupe Facebook Viséo. Bonne journée et à bientôt!